Aimables auditeurs de la radio pour tous, bienvenue dans l'heure du droit, l'émission qui décrypte pour vous les enjeux juridiques. Pour ce nouveau numéro, nous plongeons dans le monde professionnel, dans le monde du travail, en explorant les statuts et dispositions qui marquent les premiers pas professionnels, c'est-à-dire les stages, les alternances. À chaque formule, des droits, des obligations, autant pour les stagiaires que pour les entreprises. Prince Mali, juriste d'entreprise, et Jerry Agbeka, directeur du capital humain, sont les experts avec lesquels nous analyserons le sujet. Meshak Nyaro à la présentation. Chers invités, bienvenue. Merci beaucoup. Un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, on va commencer avec Mali Dieudonné, qui n'est plus étranger à ce plateau. Nous plongeons aujourd'hui dans le monde du travail, nous parlons de stage, nous parlons d'alternance. Alors, du point de vue juridique, quelle est la différence entre un stage, d'un travail, d'un contrat à durée déterminée? Je ne sais pas. Allez-y. Ok, merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, c'est un sujet pertinent. Beaucoup d'abord, quand on se réfère au Code du travail, on prend l'article 1111 alinéa 1er du Code du travail qui définit le droit du travail comme étant ensemble des règles juridiques ou bien des dispositions juridiques qui régissent les rapports entre les employeurs et les employés, qui incluent par exemple le contrat du travail, la durée du travail, la sécurité, la protection des salariés. Bon, par rapport à ça, il y a une distinction entre les types de contrats. Nous avons le contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, ça c'est uniquement pour les salariés. Nous avons le contrat pour les alternants, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent des formations professionnelles, ces formations sont subdivisées en deux catégories. Nous avons les formations théoriques et les formations pratiques. Et les alternants travaillent comme les salariés, c'est-à-dire qu'ils sont aussi traités comme les salariés. Et quand on prend par exemple les stagiaires, c'est des gens qui suivent, c'est des étudiants qui, après leur diplôme, viennent recevoir plus d'expérience, de qualification professionnelle au sein d'une entreprise. Et eux, ils ne sont pas traités comme les alternants ou bien les salariés. C'est-à-dire qu'on les traite différemment de ces gens-là. Alors, M. Agbeka, Dieudonné Mali vient de nous démontrer la différence qu'il existe entre les salariés et les stagiaires du point de vue... Et les alternants. Et les alternants du point de vue juridique. Vous qui êtes directeur du capital humain, comment est-ce que vous démarquez? Quelle est la ligne de démarcation? Comment est-ce que vous analysez ces deux aspects? D'abord, merci pour la précision faite par le confrère. Je pense qu'il a déjà jeté la base. La distinction, ce que nous faisons beaucoup plus, c'est au niveau fonctionnel. Au niveau fonctionnel, comme il a dit, il y a les règles qui régissent le fonctionnement de chaque catégorie de contrat. Et lorsque nous prenons des stagiaires, par exemple, il y a des dispositions particulières. Mais il a même fait mention même du Code du travail tout à l'heure qui a été précisé. Il y a des dispositions particulières par rapport à ça. Donc, c'est pour dire, en fonction de chaque catégorie, nous avons des particularités. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce système. Je vais rapidement prendre juste les deux volets rapidement. Le stage, par exemple, il y a les stages d'études que nous connaissons. Oui. Il y a le stage aussi de qualification professionnelle. Et même lorsqu'on parle de stage aussi, on essaie même d'aller même au-delà de ce qu'on entend particulièrement, c'est l'ANPE. L'ANPE aussi, c'est aussi une sorte de contrat d'études aussi. Okay. C'est-à-dire, c'est un cycle, ANPE? ANPE, oui. Agence nationale pour l'emploi. Oui. Agence nationale pour l'emploi. Oui. Bon, peut-être qu'on va arriver, on va arriver à ce volet, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc, ça, c'est cette catégorie de contrats que nous avons. Et puis, en alternance aussi, tout à l'heure, comme il a expliqué si bien, voilà, transition, travail et puis études. Donc, ça, c'est l'alternance. Et puis, comme il a si bien aussi défini, le contrat salarié. Ça peut être un CDD, durée de travail, comment on appelle ça? Contrat de durée déterminée, oui. Où le maximum c'est 4 ans. Et puis nous avons aussi les CDI. CDI, ça c'est durée indéterminée. Maintenant, au-delà de ces contrats, c'est vrai, on peut avoir contrat en temps partiel, ainsi de suite. Donc voilà cette catégorisation de type de contrat que nous avons. Oui, justement, voilà. Vu qu'on parle de durée, quelle est la durée légale d'un stage? Alors, légalement, pour un stage, si on se réfère au code, maximum, c'est 12 mois. 12 mois. 12 mois, voilà, il ne faut pas dépasser ça. Le législateur a bien prévu ça, il ne faut pas dépasser les 12 mois. D'accord. Voilà. Alors, Dieudonné Mali, quelles sont les différentes tâches qui sont assignées ou qui doivent être en principe assignées à un stagiaire?
Ok, merci beaucoup pour cette question parce que c'est une question très pertinente. Tout d'abord, le stagiaire doit rester dans le cadre pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attribuer ou on ne doit pas imposer des tâches que normalement les salariés sont supposés faire à un stagiaire. Ce n'est pas bien. Donc, c'est très important que lorsque vous, par exemple, les chefs d'entreprise reçoivent, par exemple, les stagiaires, ils doivent définir, par exemple, les cadres. Ils doivent rester dans le cadre pédagogique. Aussi, le salarié, le stagiaire plutôt, ne doit pas occuper la tâche que le salarié est supposé occuper. Ou bien, oui, un instant. Lorsque Oui. vous parlez de stage pédagogique, est-ce que vous faites référence au stage d'études? oui, je fais référence au stage d'études. Par exemple, normalement, le stage, quand le stagiaire vient comme ça, c'est supposé être tripartite. Tripartite, pourquoi? Parce qu'il doit avoir une collaboration entre l'établissement en question, le stagiaire et l'entreprise. Et s'il y a un souci, bon, c'est l'établissement qui prend en charge. D'accord. Tout de suite, ils viennent de parler des tâches que le stagiaire est censé faire, qui ne doivent pas être les mêmes que le salarié. Quelles sont les différences dans la pratique? En fait, tout ce qu'il a dit, c'est très pertinent. C'est ça, en fait, la particularité. C'est-à-dire que le stagiaire n'est pas appelé à effectuer des missions ou activités qui doivent, en principe, être exécutées par un salarié. C'est ça, en fait. Donc, ce qui suppose que dans l'entreprise, il faut essayer de voir. Lui, il est venu en stage. Stage, ce qui suppose que je viens pour apprendre. Je viens pour voir ce qui se passe dans le monde professionnel parce que j'ai déjà, a priori, un background peut-être comment on appelle ça, théorique. Oui. Donc, il vient, il apprend, on lui fait faire. Le salarié, lui, fait. C'est la différence. Le salarié, il exécute, il est payé pour ça. Donc, j'exécute mes missions, mes activités pour atteindre un objectif précis parce que je réponds peut-être d'une direction, d'un service. Le stagiaire, il est là, il voit et il fait. Donc, c'est ça, en fait. Donc, pendant que l'autre est dans l'exécution pratique, lui, il est dans beaucoup plus dans la visualisation, voir comment ça se passe, pour s'accommoder, savoir comment ça se passe. Comme ça, un jour, lui aussi va quitter l'étape de stage pour venir être salarié. Et il a si bien dit, parce que je ne sais pas si peut-être on va arriver par la suite. S'il arrive que le stage n'est pas bien cadré, on se rend compte que le stagiaire effectue des activités d'un salarié, là, on risque de requalifier le contrat de stage en contrat salarié. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour illustrer l'exemple, Très ce facilement. dont vous parlez? Très facilement. Par exemple, on peut dire que peut-être dans une entreprise, je prends n'importe, voilà, peut-être une secrétaire, par exemple. Oui. Une secrétaire, on sait très bien qu'elle a des missions à faire. Tu viens, elle fait X, elle arrange peut-être le bureau, elle est appelée à consulter l'agenda du PDG, du DG ou des choses comme ça. Elle doit envoyer des mails, elle doit recevoir le courrier. Ça, ce sont ses missions, ses responsabilités. Le stagiaire, quand il vient ou quand elle vient, la personne vient, elle doit apprendre à savoir comment ces choses se passent. Même si on lui montre la voie, la personne qui est stagiaire n'est pas appelée en fait à répondre d'une responsabilité. Le stagiaire n'est pas appelé à répondre d'une responsabilité en disant mais attends, pourquoi tu n'as pas envoyé le truc au mail, au DG? Non, il est venu pour apprendre, voir comment ça se passe et l'exécuter plus tard. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Je viens, j'apprends. Comment est-ce que ça se passe? Ok, d'accord, vous me montrez. Donc c'est ça. Après, peut-être on va parler après des soft skills, ce qu'il faut. Donc, c'est ça la particularité. Concrètement, le salarié touche directement l'activité. Et comme je l'ai une fois dit, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que le salarié exécute les missions pour atteindre un objectif qui rentre dans la droite ligne de la vision de l'entreprise. Le stagiaire, lui, n'a pas de responsabilité. Il vient pour apprendre ce qui se fait déjà. Autrement dit, il n'est pas venu avec une compétence, a priori, une plus-value pour apporter quelque chose. Je suis venu découvrir, pour voir comment ça se passe. Donc, quel que soit le poste, il vient seulement pour apprendre. Ok, c'est ce que j'ai appris à l'école. On nous a dit que peut-être, bon, je suis RH. Oui. On a appris peut-être à quelqu'un qui a fait les RH en faisant comprendre que pour recruter les gens, il faut lancer l'appel d'offres, il faut lancer la vie à candidature, recevoir les CV. C'est ce qu'il a appris théoriquement. Maintenant, quand je viens dans l'entreprise, je vais réellement voir, d'accord, on a lancé la vie à candidature, on reçoit les CV, on fait ci, donc c'est ça en fait la particularité. Il vient découvrir ou expérimenter ce qu'on lui a dit. Le salarié, lui, exécute parce qu'il a la connaissance pour le faire et atteindre un but ici.
Voilà. Lorsque M. Agbeka dit que le stagiaire n'a pas de responsabilité, est-ce qu'on doit en déduire que lorsque ce dernier commet une faute, il n'est pas engagé? Oui, M. Mali. Bon, par rapport à la faute, si par exemple le stagiaire commet une faute, bon, ça c'est en relation avec l'établissement en question. C'est-à-dire qu'on doit discuter avec l'établissement en question pour rompre le contrat. Oui, quand je parle de la faute, oui, c'est par exemple dans l'exercice de ses fonctions ou bien lorsqu'il est en train d'accomplir des tâches. Okay. Est-ce que s'il fait mal, il ne fait pas ce qui lui est demandé, okay, et que cela cause des problèmes avec les clients ou avec des tierces personnes, est-ce que sa responsabilité est engagée? Je peux répondre rapidement à cela. Oui, oui, allez-y. C'est même, heureusement qu'il a si bien dit au départ, en disant qu'il y a un cadre qui régit ce fonctionnement. Ce qui suppose que lorsque le stagiaire arrive, ce n'est pas pour rien, lorsque les stagiaires arrivent en entreprise, on leur affecte soit un mentor ou quelqu'un qui les suit. Ce qui suppose qu'une activité, oui, qui rentre dans le fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de clients. Peut-être comme peut-être une bêtise ou une erreur vis-à-vis d'un client. Mais c'est la personne qui est responsable, qui assume la responsabilité. Hein. Ce n'est pas le stagiaire. Ce n'est pas le stagiaire. Non, le stagiaire, lui, vient apprendre. Ça veut dire qu'il a quelqu'un qui est là pour lui apprendre à faire quelque chose. Mais tu ne peux pas laisser n'allons pas trop loin. Vous voyez ça, par exemple, cette bouteille. Oui. Je suis responsable de produire l'eau qui est ici. Bien sûr, je reçois un stagiaire qui est arrivé. Je peux lui apprendre comment ça se fait. Je le fais, il voit, il exécute. Mais si par mégarde, cette bouteille va peut-être chez un client et qu'il y a un problème, ce n'est pas la faute au stagiaire. Hein. C'est moi qui suis responsable de contrôler le stagiaire. Je prends la responsabilité. Maintenant, si au-delà de ce genre de choses, vis-à-vis des clients, vis-à-vis peut-être d'une bévue qui est commise, qui est commise plutôt, oui, la personne qui est chef ou bien qui répond de l'apprentissage du stagiaire, c'est la personne qui prend. Maintenant, l'interne, parce que moi, je lui ai dit de faire quelque chose, il ne le fait pas. Là, dans ce cas, moi, je peux peut-être appliquer une petite sanction ou bien une sanction à l'intéressé. Mais des remontrances. Ben oui, c'est important. C'est permis. Mais bien sûr, parce que quels que soient les cas, n'oublions pas, un stagiaire qui rentre dans une entreprise, il doit aussi se conformer au règlement intérieur de l'entreprise. Le règlement intérieur de l'entreprise stipule qu'on ne fasse pas ci, Y. Mais s'il le fait, porte en temps ça au fonctionnement normal, mais il sera sanctionné. Et comme il a aussi bien dit aussi, ce genre de choses, souvent, lorsque c'est fait, rapidement, il faut remonter l'information à l'établissement. À l'établissement qui peut-être a fait venir le stagiaire. Des fois, il se peut aussi peut-être que la relation soit en même temps bipartite entre le stagiaire directement et l'entreprise. Dans ce cas, donc c'est comme ça qu'on gère ce genre de choses en fait. Pour finir mes propos, ça arrive dans les entreprises où des fois, lorsque par exemple moi, Jerry Agbeka, je suis appelé à faire quelque chose, je peux peut-être vouloir m'absenter et je demande à un stagiaire d'exécuter ce que je veux faire. En attendant que j'arrive. Votre retour. Oui. S'il y a un problème, j'en assume la responsabilité. Parce que ce qui a été fait doit être fait par moi. Même si j'apprends au stagiaire à faire quelque chose, la responsabilité de mon poste, de ma fonction, n'incombe pas au stagiaire. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans ces genres de fonctionnement. Mais si, par exemple, il arrive qu'on vient au boulot, et que peut-être le ou la stagiaire est en retard. Là, mais pourquoi il est en retard? On ne peut pas dire que c'est peut-être que c'est la faute à son tuteur ou bien à la personne qui l'accompagne. Là, c'est lui directement là. Voilà, oui. Nous reviendrons sur les obligations et les devoirs du stagiaire. En attendant, vous allez rebondir ou rejeter. Pour enchérir à ce qu'il vient de dire, oui. Par exemple, le stagiaire doit avoir un tuteur. Voilà. Un tuteur, c'est-à-dire qu'il doit rester le tuteur qui lui rappelle qu'il faut rester dans la réglementation. Si par exemple le stagiaire commet une faute en dehors du cadre du travail, c'est à lui d'endosser la responsabilité. Ça devient une responsabilité personnelle. Mais si c'est dans le cadre du travail, on sait que non, il a déjà quelqu'un qui assume ses arrières et c'est la personne qui endosse la responsabilité. Donc c'est ça. Donc, il faut juste définir le cadre s'il est hors du travail. Si par exemple on te dit ne sors pas de l'entreprise à telle heure et que le stagiaire s'entête et va commettre quelque chose, une faute grave, alors c'est à lui d'endosser la responsabilité. Oui. Parlons toujours du cadre dans lequel le stagiaire est censé travailler et le cadre qui encercle, je dirais, qui circoncis les conditions pour engager un stagiaire. Est-ce qu'il est autorisé par la loi d'engager dans une entreprise
un étudiant, un apprenant qui n'a pas forcément fait les études du métier pour lequel il postule? Mais bon, il est venu pour faire quoi? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris, je donne un exemple voilà, très très clair, simple. oui. Peut-être que l'étudiant en question, Ok. à l'université, a choisi une filière en lien avec les ressources humaines Ok. et plus tard a envie de postuler par exemple à Radio Djena. Ok. Est-ce qu'il est autorisé par la loi de l'accepter? Ben, si la personne répond à vos conditions internes, ben, vous pouvez recruter la personne. Recruter la personne. D'accord. Si la personne répond à vos critères, bon, ça, ce sont les critères propres de l'entreprise. Et si la personne correspond aux critères, alors pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, heureusement que vous en parlez, je ne sais pas si peut-être le temps me permettra de le dire rapidement. Oui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. Les soft skills, ce sont peut-être beaucoup plus tout ce qu'on appelle savoir-faire en fait. Savoir-faire. Les hard skills, c'est la compétence technique théorique que j'ai apprise à l'école. Mais la personne peut venir aujourd'hui dans votre, comment on appelle ça peut-être, dans votre studio ici. Vous allez remarquer que la personne a peut-être fait la RH ou tout ce qu'on veut, mais elle s'exprime très bien. Elle parle très bien. Elle accueille les gens de façon assez professionnelle. Mais ce que vous cherchez, c'est ce qui vous concerne. Peut-être que c'est vous, c'est la communication de la personne, c'est la prise en charge plutôt des relations interpersonnelles qui vous intéressent. Ben, la personne, vous pouvez l'apprendre. Hein. Pas besoin de savoir un poste. Voilà. Pour rebondir à ce qu'il vient de dire, Oui. par exemple, moi, comme ça, j'ai eu à travailler dans une entreprise pendant 6 mois. Et bon, les diplômes, les compétences que moi j'avais, c'est pas en fait ce qui cadre normalement avec l'entreprise. Exactement. Au sein de l'entreprise, on nous a donné des formations, on a eu des certifications internationales qui nous ont vraiment permis d'aller au-delà de ce qu'on doit faire normalement. Donc du coup, je crois que au sein d'une entreprise, il faut que si vous savez que le stagiaire ou bien l'employé qui est en train de travailler avec vous n'a pas les compétences que vous recherchez, il faut alors prévoir aussi des sections de formation pour donner les formations qu'il faut sanctionner par des attestations ou bien des diplômes pour que ce dernier puisse avancer dans le domaine. Est-ce que ça sera la même situation pour un alternant? C'est-à-dire qu'il n'a pas pris quelque chose. Comme je l'ai dit, tout revient en fait à l'entreprise. L'entreprise, c'est ce qu'elle recherche. On ne vient pas forcer l'entreprise à intégrer by force, comme on le dit souvent, l'individu ou la personne dans l'entreprise. L'entreprise, c'est ce qu'elle cherche. Même si l'alternant ou le stagiaire ou le salarié peut-être n'a pas suivi une formation de base que l'entreprise, je parle, que l'entreprise recherche, comme il a si bien dit, on peut prendre la personne, la reformer ou la remodeler pour que la personne puisse correspondre à nos préoccupations. Quel que soit le cas, quand même, ce sont les préoccupations de l'entreprise. C'est l'entreprise qui a des besoins et qui fait appel à la personne. Donc, ça peut être la même chose aussi. Donc, la décision revient à l'appréciation souveraine de l'entreprise, bien sûr, c'est elle qui demande. Ouais. D'accord. Alors, parlons de l'entreprise. Quels sont les droits dont bénéficie le stagiaire qui vient travailler? Les droits oui, dont bénéficie. Que l'entreprise octroie aux stagiaires et après à l'alternant. Alors, il faut dire que, je parle sous le contrôle du juridique. Tout à l'heure, j'étais même en réunion avec mes pères qui sont en Europe, tout ça là. C'est vrai que le cadre juridique de l'alternant est beaucoup plus développé en Europe. En France, par exemple, c'est beaucoup plus parce que c'est régi par des réglementations, par l'âge, 18 ans, 25, c'est très réglementé. Alors, si on vient au niveau du code togolais, comme je le dis, je passe sous le contrôle de mon frère juriste. Le stagiaire, en fait, il y a le stade d'études simplement, où, je pense, j'ai même oublié l'article, mais il y a quand même un article qui le dit, on n'est pas obligé de remunérer la personne, parce que la personne vient peut-être, c'est pour soutenir, c'est pas pour apprendre et soutenir un mémoire, quelque chose comme ça. Vous pouvez reprendre? Je dis, non, on n'est pas obligé, c'est ce que je dis. Non, je n'ai pas saisi. Vous dites, le stagiaire ne doit pas être rémunéré. Donc, j'en reviens, parce qu'il y a deux typologies. Il y a, dans les stages d'études, en fait, la personne vient, et quand elle vient, c'est peut-être parce que j'ai appris quelque chose de théorique, je viens pour voir ce qui se passe et soutenir quelque chose. Ça, c'est, comme il a dit, c'est tripartite, l'établissement, la personne et puis l'entreprise. Maintenant, ce qu'on appelle stage de qualification professionnelle, d'expérience professionnelle. Et c'est là, en fait, les tests disent qu'il faut rémunérer 80% du SMIC au moins aux stagiaires. Donc, c'est la différence qu'il faut faire entre les deux. Je viens dans le cadre de mon entreprise pour exécuter quelque chose parce que je veux soutenir
Là, bon, ok, on vous accueille, vous venez apprendre pour soutenir. Maintenant, le stage de qualification professionnelle, c'est le second type. Là, je viens, oui, par rapport, je mets mes compétences, ainsi de suite, aussi j'apprends en même temps. Et c'est là on parle de, il faut rémunérer le stagiaire à 80% du SMIC. Voilà, donc c'est là, il faut faire attention à cette distinction. La nuance est importante. Et c'est ça, voilà. Alors, en dehors de la gratification dont il a parlé, bon, on va parler de rémunération. Oui. Bon, Rémunération, oui. Quels sont les autres droits qui sont octroyés qui sont octroyés à un stagiaire? Oui, Voilà. parlant des droits qui sont octroyés au stagiaire, tout d'abord, le stagiaire, lui, il est exonéré des cotisations sociales. C'est-à-dire que lui ne fonctionne pas comme l'alternant ou bien le salarié. Donc, du coup, par rapport aux cotisations sociales, tout ça, lui, il est exonéré totalement. Et aussi, par exemple, en 2025, la loi prévoit qu'il doit prendre au moins 4,35 euros, si je ne me trompe pas, 4,35 euros par heure. Par heure? Ce qui fait quelque chose d'environ de 2700 francs CFA. Ouais, donc c'est ce que lui doit percevoir. Voilà. D'accord. Alors là, on a parlé essentiellement de rémunération, de bénéfices pécuniaires. Est-ce que le stagiaire n'a pas d'autres droits? Quand je prends les cas des assurances. Oui, tout d'abord, le stagiaire, par exemple, peut demander des congés. Il peut se recréer. Il peut... Au sein de l'entreprise, par exemple, si l'entreprise compte à peu près 90 à 100 employés, par exemple, la loi prévoit que l'entreprise aussi doit créer un cadre de récréation, de distraction, de repos pour ses employés. Et donc, du coup, si le stagiaire aussi vient, si c'est l'heure de pause, il doit aussi se reposer, il doit aussi se rafraîchir, il doit aussi s'épanouir un peu au sein de l'entreprise. Monsieur Agbeka, est-ce que le stagiaire a droit à une prise en charge sociale? Alors, cette question, il faut savoir la nuancer. Parce que lorsqu'on prend certaines dispositions techniques dans les clauses, on dit la personne juste vient pour exécuter. Donc, la réponse a priori est non. OK. Maintenant, il faut maintenant voir le volet fonctionnel. Moi, je suis un DCH. Je vais essayer de voir. Si je prends le stagiaire chez moi, est-ce que j'ai une politique interne qui permet de le faire? C'est là, en fait, la politique interne surpasse un peu ce qui est prévu. Dans le sens positif, c'est intéressant. Ça, il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Comme il a si bien dit, quand il parle d'exonérer, c'est ça en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce genre de disposition. Mais vous, en tant qu'entreprise, peut-être mettre ça en place. Par exemple, moi qui vous parle, mes stagiaires qui sont chez moi, moi je les déclare ça. Je les déclare automatiquement à la CNSS. Automatiquement. Vous êtes un bon RH. Pardon? Vous êtes un bon RH. Bon, c'est la disposition interne de la... C'est ça en fait. Oui. Parce que je me dis, la personne qui quitte sa maison pour venir dans l'entreprise, on ne le souhaite pas, mais de la même façon qu'un salarié peut tomber comme un accident, des choses comme ça, c'est possible aussi. Du coup, les dispositions internes pas nous obligent, nous permettent à ce que on puisse les déclarer. Et c'est comme le pourcentage aussi, c'est pas quelque chose qui est assez conséquent. Ça dépend aussi de ce que vous donnez comme gratification à la personne. Et puis on déclare la CNSS. Là, ce sont des dispositions particulières de l'entreprise qui protègent les collaborateurs. Et puis tout à l'heure, je parlais aussi de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, que l'État a mise en place pour faire sortir, pour mettre à disposition les stagiaires qui sortent de l'université ou whatever, à disposition, bon je me répète, des entreprises. Lorsque nous sommes dans ce genre de partenariat, on nous demande, ça c'est par les tests, on nous demande à ce que ces stagiaires sous tutelle de l'ANPE puissent être déclarés à la CNSS. Donc voilà un peu les différences. Ça veut dire que si on prend quelqu'un de stagiaire de l'ANPE, ce genre de choses, il faut obligatoirement déclarer ce genre de personnes à la CNSS. Et là, c'est l'ANPE même qui paie même l'argent. Hein. Nous, on ne paie pas, c'est l'ANPE qui paie. Si nous, on veut, on peut payer. Mais comme souvent, je le dis, chez nous, on paie encore en plus. Je peux aussi ajouter qu'il peut arriver que l'entreprise même décide de payer le stagiaire. Exactement. Parce qu'il y a aussi des stagiaires qui travaillent, qui font plus que ce que vous leur avez assigné comme travail. Donc, du coup, soit le stagiaire travaille très bien et il est bien rémunéré, soit l'entreprise même décide, OK, c'est comme cela nous fonctionnons et nous décidons de payer nos stagiaires à chaque fin de mois. C'est comme ça. Alors, lorsqu'on est dans le cas où l'entreprise, dans ses clauses, dans son règlement intérieur, dans son fonctionnement, a décidé de payer les stagiaires et que peut-être les premiers mois, l'entreprise ne paye pas et décide de faire plus tard des rappels, est-ce que la loi l'autorise?
Oh non, bah, c'est l'entreprise même qui décide. Hein. C'est l'entreprise qui Ouais, décide. elle décide de le faire. Elle dit, ben, je vais payer les gens et qu'après, peut-être qu'un ou deux après, quand même, elle s'exécute à ce qu'elle puisse faire un rappel. Ben, bon, c'est de bonne foi. C'est qu'elle est acceptée. Si, ce qui serait un peu contradictoire, c'est lorsque l'entreprise dit, mais dans ces textes, au vu aussi de tout le monde, que je vais rémunérer les stagiaires, et tout le monde le sait, tout le monde a le texte, et après, on vient, on remarque qu'elle ne le fait pas. C'est là, il y a un souci, parce que tu peux pas dire quelque chose et puis après tu fuis. Mais si elle dit, bon, ok, je vais le faire 1, 2, 3 fois que je le fais, et après on remarque que ce n'est pas effectué, elle dit que bon, je ferai un rappel, mais il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que dans ce cas, Monsieur Mali, la loi autorise les stagiaires à porter plainte? Oui, Bon. parce que dans les textes, Oui. dans les textes, il est dit je paye, je rémunère mes stagiaires, mais au final, ce Bon, n'est pas fait. la loi autorise les stagiaires à porter plainte. Bon, il faut aussi définir le cadre. Par exemple, avant que le stagiaire ne commence, il faut aussi qu'il lise les conventions. Il faut qu'il soit au courant des dispositions juridiques. Parce qu'il y a des stagiaires, quand ils commencent pas à travailler comme ça, ils ne lisent pas, ils ne s'informent pas de leurs droits, Exactement. ils ne connaissent pas grand-chose. Et du coup, s'ils doivent porter plainte, non. La loi va dire, OK, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Et bon, ils sont pris au piège. Donc tout d'abord, il faut qu'eux aussi s'informent d'abord. Parce que si vous connaissez votre droit, si vous savez qui vous êtes ou bien ce que vous êtes censé recevoir de l'entreprise, alors il vous sera facile de faire ce que vous voulez. C'est ça. Alors, à l'entame de vos propos, vous aviez dit qu'il y avait une différence entre les salariés et les stagiaires. Est-ce à dire que les salariés ont plus de droits ou ont des droits différents de ceux des stagiaires? Si oui, lesquels? Oui, les salariés ont des droits différents des stagiaires. Tout d'abord, les salariés sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité. C'est-à-dire qu'avec les salariés, il y a plus de sécurité, il y a plus de protection que les stagiaires. Ouais, c'est ce que la loi prévoit. Et aussi, bon, les salariés peuvent demander des congés. S'ils sont malades, s'ils demandent des permissions, ils seront rémunérés. Ils ont droit à des compensations, à des primes. Ils ont droit à beaucoup de choses. Est-ce que les stagiaires ont droit à des congés maladie, à des vacances, à des primes? Alors, il faut juste préciser que dans les tests, c'est un salarié qui bénéficie d'un congé. Ok. Comme je le dis souvent, bon, on peut faire des dispositions particulières pour le congé. J'étais dans une ancienne entreprise avant, comme on disait que les stagiaires n'ont pas de congé, on a mis en place une procédure où, au lieu d'avoir 2,5 comme tout salarié, eux, ils ont eu 1 jour. Ça, c'est une disposition particulière interne. Maintenant, en ce qui concerne congé maladie, bon, c'est très simple. La loi prévoit que dès que quelqu'un d'entreprise est souffrant, il faut que la personne puisse justifier d'un certificat médical. Ça, c'est salarié comme stagiaire, mais si tu es souffrant ou souffrante, tu envoies un certificat médical qui justifie que tu es absent. Ça, c'est par rapport au règlement intérieur. Comme on le disait, le règlement intérieur concerne tout le monde dans l'entreprise. Souvent, je le dis des fois pour rigoler. Je dis même il y a un chien aussi dans l'entreprise, ça le concerne aussi. Mais ça, c'est juste pour rigoler. Donc, il faut justifier l'absence par un certificat médical. Et toi, en tant que stagiaire, si tu es souffrant, il faut justifier cela par un certificat médical. Donc, oui. Bon, j'ai aussi quelque chose à ajouter. Par rapport à ce côté, je peux dire que le salarié est comme un représentant de l'entreprise. Ce qui veut dire que le stagiaire, lui, ne peut jamais représenter l'entreprise. Ce qui oblige les entreprises à vraiment prendre au sérieux les salariés. Parce que c'est eux qui représentent l'entreprise même dehors. Quand ils sortent maintenant du service, on te dit que non. Qu'est-ce qui se passe bien? Tu es qui? Il dit, ok, je travaille pour telle entreprise. C'est-à-dire que la représentation donne un droit à ce salarié de s'autoproclamer ou bien de convaincre les gens. Ça, si vous comprenez. Et aussi, par rapport à la rémunération, le salarié est plus rémunéré que le stagiaire. Il y a totalement une différence. D'accord. Alors, je pense qu'on a suffisamment parlé. Je ne sais pas si tout a été dit sur les droits dont bénéficient les stagiaires en entreprise. Si c'est le cas, nous allons parler maintenant des obligations de ces derniers vis-à-vis de la société qui les engage. Okay. Oui, Monsieur Agbeka. En termes d'obligations, d'abord, la première chose, c'est de respecter le règlement intérieur de l'entreprise. Parce que tu rentres dans une entreprise, il faut savoir comment ça fonctionne. Tu respectes le règlement intérieur, ça c'est une obligation. Seconde obligation, c'est se conformer au protocole d'accord qui a été émis. Parce que ça peut être une convention de stage tripartite entre le stagiaire
l'entreprise Et peut-être l'établissement. établissement. Voilà. Donc, il faut se conformer à ces trois choses. Ce sont des obligations. Ça, c'est ce que me vient rapidement. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et savoir qu'on est là aussi pour apprendre. Surtout ça, on est là pour apprendre. Avec ces éléments-là déjà, règlement intérieur, se référer à la convention de stage et puis savoir qu'on est là pour apprendre. Ce sont les grandes obligations. C'est important parce que tu es stagiaire, il ne faut pas aller faire quelque chose qu'on ne te demande pas. Donc l'obligation, c'est que tu te situes, tu te circonscris dans le cadre dans lequel on t'a mis. Tu restes là-bas et puis c'est ça. Ne pas aller au-delà. Ouais, ça n'est pas le don. On ne t'a pas demandé ça. D'accord. Prince Mali. Ok, tout d'abord, on travaille pour s'améliorer, on travaille pour avoir beaucoup d'expérience, on travaille pour se perfectionner. L'erreur que beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants et de salariés font, c'est qu'ils travaillent juste pour de l'argent. Ouais. Alors qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'argent. C'est-à-dire que si vous travaillez pour acquérir des compétences professionnelles, pour avoir plus de connaissances, ça vous aide à vous-même grandir, à vous développer. Donc, du coup, il faut que les gens qui travaillent au sein des entreprises, ou bien qui sont sous les gens, apprennent à bien faire le travail que leur a été enseigné. Parce que plus tu le fais bien, plus tu es promu, plus tu as des privilèges que les autres. Et aussi, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils suivent bien, surtout les alternants, il faut qu'ils suivent bien leur formation professionnelle parce que tu es le produit des formations que tu reçois. C'est-à-dire que sur le terrain, tu seras inutile si tu fais un travail médiocre. Donc, c'est ce que je tiens à leur dire. D'accord. Alors, sur la question de la faute et de l'erreur, est-ce qu'on peut obliger un stagiaire à indemniser ou à rembourser après avoir gâté ou mal fait un travail? Là, on revient à la question de responsabilité. Oui. Mais pourquoi? Il a un maître de... C'est même pour ça, lorsque les gens même vont soutenir leur stage ou mémoire ou tout ce qu'on veut, on met toujours maître de stage. Tu vas demander à un stagiaire de faire... Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un maître de stage qui est là, c'est lui qui doit superviser ça. Et quand le stagiaire commet une erreur sous sa responsabilité, c'est lui qui endosse ça. Ça va toujours revenir. Moi, je suis DCH, directeur de capital humain. Je ne me vois pas aller sanctionner un stagiaire par rapport à une activité normale de fonctionnement de quelqu'un. Peut-être qu'il lui a confié c'est pas une mission, je m'en fous de ça. Je me retourne directement vers la personne qui lui a fait ça. Maintenant, s'il arrive que le stagiaire vole, ça, c'est pas son chef qui lui a appris à voler. Là, dans ce cas, On ne sait jamais. Là, dans ce cas, peut-être on lui a appris à frauder, à faire imaginons par exemple imaginons par exemple que la personne elle fait comptabilité, contrôle, audit. Oui. Et elle vient sous la responsabilité peut-être d'un chef comptable. Et on lui apprend à faire des audits, on lui a fait quoi, tout ce qu'on veut. Et on se rend compte après que le ou la stagiaire a dérobé peut-être 20 000 ou 25 000. C'est pas son chef qui lui a appris ça. Hein. Là, c'est du vol, là, il va rembourser. Là, on peut même le poursuivre pour ça. Donc, si c'est ce genre de fonctionnement, donc c'est comme ça, il faut comprendre la chose. Si c'est une activité qui rentre dans le fonctionnement d'un poste ou de quelqu'un, on ne peut pas imputer la faute à l'intéressé. Mais si ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de son maître de stage, du cadre dans lequel il a été circonscrit, s'il fait quelque chose, mais c'est lui qui il vient ici par exemple et puis il casse la télé ou bien l'écran, c'est pas ce que son chef lui a appris, hein. Il va payer pour ça. Donc voilà ce que je veux recadrer par rapport à cela. D'accord. Alors monsieur Mali, Prince Mali, est-ce que la commission d'une faute ou d'une erreur peut entraîner la résiliation du contrat de stage? Si oui, que dit précisément la loi? Ok, tout d'abord, ce que la loi dit, c'est quoi? Si par exemple, si on est avec un stagiaire, si le stagiaire commet une faute grave, il a une relation avec l'entreprise et l'établissement. Donc, dans ce cas précis, c'est l'entreprise qui s'en charge. Maintenant, si c'est l'alternant ou bien le salarié, tout dépend, il peut y avoir une résiliation du contrat. Oui. Et surtout, avec l'alternant, c'est dans les premiers 45 jours. C'est ça. Premiers 45 jours. Dans la période d'essai. D'accord. Et maintenant, à quelles conditions est-ce qu'un stagiaire peut être emmené à porter plainte contre l'entreprise qu'il a engagée? Ok. Le stagiaire peut porter plainte s'il y a une discrimination, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines entreprises, il y a plusieurs formes de discrimination. Si on veut parler de la race, si on veut parler de l'ethnie, si on veut parler de la classe sociale. Donc, si c'est que non, du sexe aussi, si c'est que ses droits sont bafoués et que il n'a plus de recours comme ça, il
il peut aller à la Commission des droits de l'homme. En France, par exemple, nous avons le Conseil de prud'homme. Nous avons aussi... il y a plusieurs organisations juridiques qui peuvent toucher pour que ces droits soient respectés. D'accord. Alors, toujours dans l'organisation, le fonctionnement de la société avec les stagiaires, si un des stagiaires est auteur de violences sexuelles, harcèlement en milieu professionnel, quelles sont les dispositions qui sont prises? On le sanctionne. Comme je le dis, ça veut dire que la personne... Alors, c'est-à-dire que c'est la personne qui est le honneur, c'est la personne qui le fait, non, c'est ça? Oui, ou bien auteur. C'est la personne qui est auteur, voilà. Auteur, oui. Mais comme je le dis, le règlement intérieur, c'est pour tout le monde. Mais si la personne fait ça, on arrête son établissement, si c'est établissement, pour qu'on puisse le faire partie de l'entreprise. Si c'est la personne directement, mais on le fait aussi sauter de l'entreprise. Donc c'est comme ça. Tant que tu fais entorse au règlement intérieur, c'est que tu subis la punition, quoi, la loi. D'accord. Maintenant, plus précisément, lorsque c'est le stagiaire qui est victime de harcèlement au milieu professionnel, est-ce que ça peut aboutir à des dommages et intérêts? Attention, oui, il faut, bien sûr, il faut faire attention. C'est un humain qui est dans l'entreprise. C'est un être humain. C'est pas parce que l'intéressé est stagiaire qu'il faut en abuser, non. Si jamais il se fait peut-être, on amène peut-être une stagiaire qui est très jolie, comme vous par exemple, vous arrivez dans l'entreprise et qu'un monsieur vicieux dit ah bon c'est une proie pour moi. Non, je viens vers vous en tant que directeur du capital. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Mais on signale ça et quand on signale ça, la personne est sanctionnée. Le fautif est sanctionné très gravement, mais surtout pour nous qui sont des entreprises de grands groupes là. Mais tu as des problèmes que tu ne peux même pas imaginer ça. Est-ce que dans la pratique ça se fait? Est-ce que les stagiaires sont informés? Informés, bon, nous on parle. Le fait est que des fois les stagiaires ont peur. Non, mais pas trop le même. Il y a même les travailleurs, les salariés femmes même des fois en entreprise qui ont peur d'exprimer qu'elles sont victimes d'harcèlement. Donc, on imagine les stagiaires. C'est pourquoi souvent c'est toujours bon. Quand vous recrutez des stagiaires, on leur parle un peu de l'entreprise. Il faut tout leur dire. Il faut qu'ils puissent, faut que ces stagiaires sachent que voilà, ils sont dans un environnement où ils peuvent s'exprimer. On peut leur dire beaucoup de choses. C'est important parce que les stagiaires d'aujourd'hui sont les salariés de demain. Donc ils viennent chez vous. S'ils sont contents de ce qu'ils ont fait chez vous, ils vont dire mais il faut que prochainement je vienne encore chez vous. Donc oui, il faut les protéger et il faut réellement les protéger réellement. Oui. Et il faudrait que l'information soit vulgarisée. Exactement. Pour que tout le monde puisse être au courant. Oui. Aussi bien les auteurs. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, parlons toujours de résiliation de contrat. Est-ce qu'un stagiaire unilatéralement peut décider de mettre fin à son stage avant la fin de sa période? Bon, tout d'abord... Oui, vous allez revenir. Tout d'abord, le stagiaire ne peut pas brusquement mettre fin au contrat comme ça. Il y a des dispositions légales. Et tout d'abord, qu'est-ce que dit la convention? Quand on a commencé par travailler, qu'est-ce que le contrat... Qu'est-ce qui est dit dans le contrat? Donc, il doit y avoir des conditions derrière cette résiliation du contrat. Soit il est malade, soit il y a une force majeure, ou soit il y a un grand empêchement, ou soit il veut voyager, donc quelque chose comme ça, avant qu'il ne résilie le contrat. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a une démarche précise à suivre pour pouvoir... C'est par rapport au protocole de la convention. C'est ce que disent les textes de la convention, en fait. Qu'est-ce que dit le contrat de stage? C'est exactement ça. Par exemple, si moi je parle de l'ANPE, ils ont une disposition, ils ont dit qu'il faut le faire, soit à quelques semaines, quelques jours d'avance. Donc c'est ce qu'il faut faire pour suivre cela. N'empêche, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, il peut arriver des fois où un stagiaire quitte et puis ne revient plus. Bon, fonctionnement, tu vas faire quoi? Tu vas le poursuivre. Et qu'est-ce qu'il va payer? Qu'est-ce qu'il a? Donc, c'est juste que, c'est pourquoi souvent il faut conscientiser les stagiaires, les salariés en entreprise pour éviter ce genre de dysfonctionnement. Il faut plutôt conscientiser. Et voilà. Et puis bon, quelqu'un qui fait ça quand même déjà, il salit son dossier, quoi. C'est pas bon. C'est important de les conscientiser. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez 3 stagiaires qui disent que non, je ne vais plus travailler, j'ai d'imprévus, je suis malade, bien mon papa est souffrant, ma maman est souffrante,
Tout d'abord, il faut qu'ils annoncent d'avance. Pourquoi? Parce que s'ils annoncent, alors l'entreprise va prendre des dispositions pour former ou bien pour recruter de nouvelles personnes d'abord. Quel est le délai de préavis? Pour le stagiaire, tout dépend de la convention. Tout dépend de la convention. Ouais. Et donc, si l'entreprise est informée, alors l'entreprise aussi va prendre des dispositions pour préparer de nouvelles personnes afin d'occuper ces postes-là qui seront vacants bientôt. Vous voyez, tout d'abord. Donc, c'est important qu'ils soient tout d'abord conscientisés et qu'ils informent d'abord l'entreprise. Sous peine d'avoir des sanctions. C'est important parce que ça va si c'est une entreprise qui tout le temps génère des revenus au quotidien et qu'il a besoin des gens pour vraiment occuper ces postes, vraiment vous allez voir que l'entreprise sera affectée négativement. Voilà. Donc il faut respecter les clauses du contrat. Les clauses du contrat, d'où l'importance de connaître l'entreprise dans laquelle on va travailler, de connaître les règles qui régissent l'entreprise dans laquelle on est. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui, nous avons fait plus de 40 minutes. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune avant qu'il ne signe son contrat de stage, M. Agbeka? Quel conseil? Oui, quel conseil? Moi-même, j'ai écrit la question dans ma tête avec S. Quels conseils? Oui, quels conseils? Voilà, c'est ça, voilà, c'est important. Alors, il faut d'abord, en base, respecter les codes du groupe. Déjà ce qu'on a dit, contrat et réglementation, ça c'est la première chose. Seconde chose, il faut que, au-delà du simple fait d'aller en stage, il faut que la personne réellement puisse montrer que je viens apprendre, mais j'ai aussi un petit truc à donner. Le petit truc s'appelle de deux niveaux. Soit c'est théorique, disons, les backgrounds que la personne a eu à effectuer, ou soit c'est les soft skills, c'est important. Moi, je dis toujours, chaque stage, moi qui vous parle, j'ai commencé par un stage. Donc, il faut que la personne puisse développer les soft skills. Donc, moi, ce que je vais dire en conclusion, une personne stagiaire qui va dans une entreprise, pour se faire bien voir, doit forcément tout faire pour développer et faire voir ces soft skills qui vont au-delà de ce qu'il ou elle a appris comment on appelle ça, sur les bancs de l'école. Parce que c'est ça en fait qui retient. Accueillant, souriant, dynamique, intelligent, rassembleur, coopératif. C'est ça qu'on retient. Voilà. Quel est indispensable, oui, allez-y. Oui, c'est très important. Les conseils que moi j'aimerais donner aux stagiaires, aux alternants, bien aux salariés. Tout d'abord, avant de commencer, vous devez, même si vous n'êtes pas juriste, même si vous n'avez pas fait le droit, au moins, il faut lire cette disposition juridique qui régisse le contrat de travail. Si vous êtes un alternant, un salarié, un stagiaire, c'est très important. Et aussi, il est très important de bien faire le travail qu'on vous assigne. Pourquoi? Parce que si tu fais bien le travail, pourquoi? L'entreprise pourrait décider de t'embaucher. Tu pourrais avoir un contrat, un CDD, ou bien si tu es persistant, tu es persévérant et discipliné, l'entreprise pourrait même te donner un CDI. Il y a des gens comme ça qui commencent pas à travailler dans de grandes entreprises comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils font bien ce qu'on leur enseigne et aussi ils suivent des formations. Parce que si vous travaillez, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que le temps compte beaucoup. Quand tu commences pas à travailler, il faut bien gérer le temps. Il faut apprendre aussi des soft skills, comme il vient de le mentionner, des compétences. Si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas accueillir les clients. J'ai écrit un ouvrage, Les bonnes relations commerciales. Et bon, dans cet ouvrage, j'ai mentionné ce qu'il faut faire. Par exemple, il faut savoir accueillir les clients, il faut savoir interagir avec les gens. Il faut la communication avec les gens. Il faut développer l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que en plus des compétences que tu as, l'intelligence, les formations, l'expérience, ce qui compte beaucoup, c'est l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir comment interagir avec les gens parce que ton plus grand succès vient des gens avec qui tu interagis. Donc, c'est ça. Très bien. Alors, avant de clôturer cette émission, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que les jeunes, ceux qui sont appelés à devenir stagiaires, doivent connaître? Parce que nous sommes dans un pays ou dans un contexte où les gens méconnaissent leurs droits. Allez-y. Ok, tout d'abord, ils doivent connaître la fréquence de paiement. C'est-à-dire que si on dit que non, à chaque 5 du mois, on doit vous payer, il faut qu'ils connaissent ça. Ils doivent demander des renseignements. Ok, maintenant, si je veux quitter, s'il y a tel imprévu, qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi on dit qu'on a mentionné que tout est dans les dispositions juridiques ou bien dans les règlements de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il doit lire ça. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'aiment pas lire, sincèrement. Et donc, du coup, votre plus grand échec vient de votre ignorance.
la montagne que vous devez confronter vient de votre ignorance. Vous voyez? Donc, du coup, il faut qu'ils apprennent à lire. Au moins, si vous êtes paresseux dans la lecture, faites l'effort au moins de lire les règlements, de demander le contrat ou bien d'avoir des copies avec vous. Et quand vous signez le contrat, c'est important de faire des copies, de demander une copie. Parce qu'en cas d'imprévu, par exemple, on va dire, OK, où est ta copie? Qu'est-ce que ton contrat dit? Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont pas de contrat avec eux à la maison. Et c'est vraiment bien. C'est ça. D'accord, donc connaître la fréquence de paiement, avoir une copie du contrat avec eux, lire les règlements au sein de l'entreprise et être vraiment informé des tendances de l'emploi, développer les soft skills comme il vient de le mentionner également. Oui. Est-ce que le Code du travail est à disposition de tous? Où est-ce qu'on peut le trouver? Tout d'abord, nous sommes au 21e siècle. Oui. Et moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il n'y a pas d'excuse. Si tu veux échouer, c'est toi qui as décidé d'échouer. Parce qu'il y a l'information partout. Il y a l'information en ligne. Actuellement, nous avons l'intelligence artificielle. Et beaucoup d'emplois commencent par disparaître parce que les gens à la maison commencent par faire... L'intelligence artificielle met à disposition déjà des informations dont ils ont besoin pour vite évoluer. Donc, du coup, l'information est partout. Si tu veux, tu vas connaître. Il y a des livres électroniques partout qui fuitent par-ci, par-là. Donc, du coup, le problème, c'est qu'il y a trop de distractions aussi. Et les gens ne veulent pas prendre du temps pour s'informer. Parce que votre pouvoir vient de la bonne information que vous recevez. C'est ça. D'où la nécessité d'aller à l'information. De rechercher la bonne information, information de qualité. C'est ça. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin que nous étions avec Prince Mali, juriste d'entreprise également, écrivain, et Jerry Agbeka, directeur du capital humain, RH, comme on le dit généralement. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. C'était Michak Nyaro au micro. Au revoir.